Une pauvre femme sans abri est allée à la porte d'un millionnaire et a dit « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour nourrir mes enfants. » Le millionnaire l'a suivie jusqu'à chez elle, mais il a été désespéré en voyant deux petits garçons jumeaux identiques. Le vent froid de la fin d'automne glissait entre les façades haussmanniennes du 7e arrondissement de Paris, apportant avec lui une odeur de pluie sur les pierres anciennes. Dans ce quartier paisible, où les lampadaires s'allumaient dès la tombée du jour, la discrétion était la règle, et Benoît Moreau en était le plus fidèle représentant. Il vivait seul dans un hôtel particulier, discret mais somptueux, où l'ordre et le silence régnaient comme des souverains indiscutables. À 53 ans, il avait bâti un empire immobilier sans jamais fléchir, laissant derrière lui toute trace d'émotion ou de faiblesse. Chaque geste était mesuré, chaque mot pesé. Les imprévus dans sa vie étaient inexistants. Ce soir-là, pourtant, alors qu'il rentrait de son bureau et s'apprêtait à savourer une soupe de courge préparée par sa fidèle gouvernante, un bruit sourd à la porte troubla l'harmonie de sa routine. 3 coups secs, hésitants, comme portés par une main peu assurée. Il ne s'agissait ni d'un voisin ni d'un livreur. Tous ceux qui venaient jusqu'à sa porte étaient annoncés. Intrigué, il posa sa serviette en lin sur la table, de marbre, et contre ses habitudes, alla lui-même ouvrir. Devant lui, dans l'encadrement de la lourde porte en bois, se tenait une femme, trempée, les cheveux collés au visage, vêtue d'un manteau élimé trop grand pour elle. Elle semblait surgir d'un autre monde. Dans ses bras, un sac en tissu rapiécé. Elle avait le visage creusé, les joues rouges du froid, les yeux cernés. Pourtant, c'était surtout sa voix quand elle parla qui marqua Benoît, un murmure cassé, presque inaudible, mais droit, sans plainte. « Monsieur, s'il vous plaît, mes enfants n'ont rien mangé depuis 2 jours. Je ne demande pas d'argent, juste un peu de pain. » Elle s'appelait Claire, Claire Dubois, dit-elle en relevant timidement la tête. Il n'avait jamais entendu ce nom. Elle ne tendait pas la main, ne suppliait pas. Simplement, elle exposait un fait. Une demande nue, sans l'ombre d'une mise en scène. Cela dérangea profondément Benoît, bien plus qu'il ne l'aurait cru. Il referma la porte doucement, presque par réflexe, puis resta quelques secondes adossé à elle, le cœur battant. Pourquoi cette femme était-elle venue frapper ici, à cette adresse? Comment connaissait-elle son nom? Il retourna à sa table, mais la soupe était tiède et sans goût. Le visage de Claire le hantait déjà, comme un écho venu fissurer son monde clos. Il observa les caméras de sécurité depuis son téléphone, la regardant s'éloigner lentement dans la pluie, sans parapluie, ses pas incertains sur les pavés. Ce n'était pas la première fois que des inconnus demandèrent de l'aide dans ce quartier, mais il y avait quelque chose chez cette femme, une dignité dans la détresse, une vérité muette, qui l'empêchait de l'ignorer. Contre toute logique, il remit son manteau et descendit dans la rue, la cherchant du regard. Il la vit tourner à l'angle, disparaître dans une ruelle étroite, comme avalée par la nuit. Benoît hésita, une fraction de seconde. Puis il la suivit. Benoît marchait vite, presque sans bruit, ses chaussures en cuir glissant sur les trottoirs humides. Il n'avait pas pris de parapluie, pas de téléphone, rien qui fasse de lui l'homme préparé et prudent qu'il était. Il ne pensait même pas réellement à ce qu'il faisait. Il suivait simplement cette silhouette désolée qui s'éloignait de plus en plus, absorbé par l'obscurité des petites rues entrecroisées, comme s'il était guidé par une force qu'il ne reconnaissait. Passe. Il la vit s'arrêter devant un bâtiment abandonné, une ancienne maison mitoyenne qui portait encore des restes d'affiches délavées par le temps. Claire poussa la porte avec précaution, vérifiant que personne ne l'observait. Elle ne le vit pas. Il attendit quelques secondes avant de s'approcher. De la lumière s'échappait d'une fente dans le volet, une lumière faible, vacillante. Il colla l'oreille contre le bois. Aucun son ne filtrait, hormis un souffle léger, peut-être une voix d'enfant. Il poussa doucement la porte entr'ouverte et entra sans un mot. L'odeur d'humidité et de poussière lui sauta à la gorge. L'intérieur était nu, à l'exception de quelques couvertures étalées à même le sol, une vieille table bancale et une lanterne à pétrole qui projetait des ombres mouvantes sur les murs décrépits. Claire était accroupie, allumant la flamme avec précaution. Elle sursauta en le voyant entrer, mais ne cria pas. Elle se contenta de se redresser lentement, les yeux fixés sur lui. « Pourquoi vous êtes venu ?» Il n'avait pas de réponse. Il la regarda sans mot dire,
Puis son regard glissa vers les deux petits garçons recroquevillés dans un coin de la pièce. Ils devaient avoir 5 ou 6 ans, pas plus. Des cheveux bruns, des yeux sombres et une expression figée, silencieuse. Ils ne pleuraient pas. Ils le regardaient avec une intensité presque dérangeante, sans peur, sans curiosité, comme s'ils l'avaient déjà vu quelque part. « Voici Julien. » Et Louis, dit Claire simplement, comme si ces deux prénoms contenaient toute l'explication qu'il cherchait. Benoît sentit son estomac se nouer. Il n'était pas préparé à ça. Il s'attendait à trouver un mensonge, une ruse, une manœuvre. Mais il n'y avait rien de cela ici. Seulement cette femme, usée, droite, et ses 2 enfants qui le fixaient comme une énigme. Il fit un pas en avant, s'accroupit lentement pour être à leur hauteur. Ils ne bougèrent pas. Il vit les détails, le pli de la bouche, la courbe du nez, la forme du front. Des choses infimes, mais qui résonnaient en lui comme un souvenir lointain, un reflet oublié. Il se redressa déstabilisé. « Ils n'ont pas mangé, » murmura Claire. « Je n'ai rien trouvé aujourd'hui. » Il ouvrit son portefeuille, en sortit quelques billets, les tendit vers elle. Elle recula. « Je ne veux pas d'argent. Juste un peu de pain. Ou un fruit. Quelque chose de simple. Pas votre pitié. » Il resta immobile, la main tendue dans le vide. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi faire. Il n'était pas dans une réunion, ni face à un contrat. Il ne pouvait pas acheter le silence, ni signer une solution. Alors il rangea les billets, regarda une dernière fois les enfants, puis sortit sans un mot. Dehors, la pluie avait cessé. Mais il ne sentait plus le froid. Quelque chose en lui avait été déplacé pour de bon. Benoît marcha sans but dans les rues silencieuses de Paris, les mains dans les poches, la tête remplie d'images qu'il ne pouvait chasser. Le visage des enfants revenait encore et encore, comme imprimé sous ses paupières. Julien et Louis. 2 prénoms simples, mais qui résonnaient maintenant dans sa mémoire comme une énigme familière. Il se revoyait accroupi face à eux, et ce qui l'avait frappé n'était pas seulement leur regard. C'était autre chose. Un frisson particulier, profond, inexplicable. Comme si une vérité oubliée s'était réveillée au fond de lui. Il rentra chez lui à pied, lentement sous un ciel de cendres. La grande maison silencieuse lui sembla soudain trop vaste, trop vide. Louise, la gouvernante, lui lança un regard inquiet en le voyant revenir trempé. Mais il monta directement à l'étage sans un mot. Dans son bureau, il ouvrit un vieux tiroir, en sortit un album de famille recouvert de cuir usé. Il tourna les pages avec précaution, cherchant, il ne savait quoi. Des visages, peut-être. Des repères. Il tomba sur une photo de lui à l'âge de 7 ans. Il resta longtemps à la regarder. Les traits étaient là, exactement ceux qu'il avait vus sur les visages des 2 garçons. La même forme de menton, la même ligne de sourcils. C'était comme se regarder dans un miroir brouillé par le temps. Le lendemain matin, il retourna à son quotidien. Ou du moins, il essaya. Les réunions s'enchaînaient, les chiffres défilaient, les dossiers s'accumulaient. Mais son esprit restait figé sur une seule image. Les jumeaux dans cette pièce délabrée, entourés d'ombre et de silence. Lors d'un déjeuner d'affaires, il perdit le fil de la conversation. Un de ses associés dut lui rappeler une clause essentielle du contrat. Il s'excusa, inventa un léger malaise et quitta la table en hâte. Le soir même, en rentrant, il trouva Claire de nouveau à sa porte. Cette fois, elle ne parlait pas. Elle restait là, droite, les bras croisés. Il ouvrit, la regarda un instant puis referma lentement la porte. Pas par cruauté, mais par peur. Il ne savait pas ce qu'il devait faire, ni ce que cette femme voulait vraiment de lui. Mais à peine la porte fut-elle close, qu'un poids immense s'abattit sur sa poitrine. Une sensation de faute, une angoisse sourde. Il s'assit sur le sol, dos contre le bois, respirant difficilement. Le lendemain, elle ne revint pas. Les jours passèrent. Il essaya de reprendre le cours normal des choses, de retrouver le contrôle. Mais les visages des enfants continuaient à l'assaillir. Il les voyait dans ses rêves, dans les vitrines, parfois même dans le reflet de son propre miroir. Ce n'était plus de la simple curiosité. C'était une fissure, une blessure ouverte. Puis un matin, alors qu'il traversait l'entrée pour se rendre au travail, une enveloppe l'attendait sur la table de marbre, sans expéditeur. Juste son nom écrit à la main. Il la prit avec précaution, la déchira lentement. À l'intérieur, une seule photo, jaunie par le temps. Il s'y reconnaissait bien plus jeune, une vingtaine d'années peut-être.
Il souriait, entourant une femme dont il ne se souvenait pas, tenant dans ses bras 2 bébés enveloppés, dans une couverture bleue et blanche. Il eut un vertige. Le cliché trembla dans ses mains. Il regarda l'image pendant de longues minutes, tentant de la dater, de comprendre. Mais la mémoire lui échappait. Il se rappelait vaguement qu'un été lointain, une maison au bord de la mer, un parfum d'herbe sèche, et cette femme qu'il avait peut-être aimée, ou oubliée, Claire. Sa certitude s'effritait. Ce n'était peut-être pas une coïncidence. Peut-être que ses enfants n'étaient pas juste le fruit d'un hasard cruel. Peut-être qu'ils étaient les siens. Le jour suivant, Benoît ne se rendit pas au bureau. Il resta chez lui, assis dans son fauteuil favori près de la grande baie vitrée, la photo posée sur ses genoux. La lumière du matin dessinait des lignes pâles sur le parquet, mais il ne voyait rien. Son esprit tournait en boucle autour d'un souvenir déformé, brumeux, qu'il tentait de saisir sans succès. Il regardait cette photo et se demandait pourquoi ne se souvenait-il pas? Pourquoi cette femme? Pourquoi ses enfants étaient-ils absents de sa mémoire? Était-il vraiment le jeune homme sur ce cliché? Avait-il pu oublier quelque chose d'aussi fondamental? Louise entra discrètement, portant son plateau habituel avec un café noir et des tartines beurrées. Elle s'arrêta en voyant le visage fermé de Benoît, puis aperçut la photo. Un frisson passa dans son regard, mais elle ne dit rien. Benoît la laissa là, figée, puis prit doucement la photo et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il se leva d'un pas lourd. Plus tard dans la journée, il retrouva un semblant de normalité. Il accepta un déjeuner avec des investisseurs, étrangers dans un restaurant discret près du jardin des plantes. La table était garnie de dossiers. Les conversations portaient sur des projets en Asie, sur des taux d'intérêt et des courbes de croissance. Mais tout lui semblait lointain, inutile. Ses gestes étaient mécaniques, ses réponses automatiques. Il ne pensait qu'à 2 choses, les jumeaux et cette femme à sa porte. À la fin du repas, il se surprit à regarder le menu sans le lire, perdu dans le vide. Quand il rentra chez lui en fin d'après-midi, Claire l'attendait de nouveau. Cette fois, elle n'était pas seule. Julien et Louis étaient à ses côtés, vêtus de pulls trop grands, serrés contre elle. Elle ne parla pas tout de suite. Elle le laissa ouvrir la porte, descendre les marches, s'approcher d'eux. « Je sais que vous avez vu la photo », dit-elle simplement. Il hocha la tête, mais ne répondit pas. Il regardait les garçons, leurs visages impassibles, leurs regards profonds. « Je ne suis pas venu pour réclamer quoi que ce soit. Je veux juste qu'ils ne vous soient pas étrangers. Ils ont le droit de savoir d'où ils viennent. » « Ce n'est pas si simple, murmura-t-il. « Je sais que ce n'est pas simple, mais vous pouvez choisir de faire ce qui est juste. » Benoît resta silencieux. Il n'avait pas de réponse. Il n'avait que des doutes, des peurs, une boule d'émotions qu'il ne savait pas nommer. Puis, sans même se rendre compte de ce qu'il faisait, il recula d'un pas. « Je ne peux pas vous aider. » Claire ne pleura pas. Elle ne le supplia pas. Elle regarda ses fils, leur fit un signe et tourna les talons. Ils s'éloignèrent lentement, comme il l'avait fait la première fois. Quand la nuit tomba, Benoît monta dans son bureau. Il s'assit dans l'obscurité seul. La photo était encore dans sa poche. Il la sortit, la regarda longuement, puis la posa sur la table. Il avait refusé. Mais le poids de ce refus était insupportable. Un refus silencieux, sans violence, mais plus cruel que 1000 mots. Il n'avait jamais ressenti une telle culpabilité. Pas même lorsqu'il avait perdu un ami ou brisé un engagement. Ce qu'il venait de faire, c'était refuser de voir. Refuser d'exister pour 2 enfants qui peut-être étaient de son sang. Cela le rongeait déjà, comme une tache qu'on ne peut effacer. La pluie s'était installée sur Paris, comme une nappe grise, épaisse, obstinée. Durant 3 jours, Benoît ne sortit presque pas. Il errait dans sa maison silencieuse, hanté par une agitation intérieure qu'il ne parvenait ni à nommer, ni à dompter. Les dossiers professionnels s'empilaient sur son bureau. Les appels restaient sans réponse. Même Louise, habituée à ces silences, observait son comportement avec une inquiétude grandissante. Le 4e jour, en fin d'après-midi, alors qu'il rentrait d'une promenade brève dans les allées détrempées du Champ de Mars, il la vit. Claire, seule cette fois, pas un mot. Elle attendait sous l'auvent de son immeuble, les bras croisés, le regard déterminé. Benoît ralentit. Il n'avait pas envie de cette rencontre. Il se sentait usé, démuni, incapable de faire face. Pourtant, il s'arrêta, devant elle. C'était comme si toute résistance était désormais inutile. « J'ai quelque chose pour vous, dit-elle. »
Elle sortit de sa poche un petit rectangle de papier protégé par une pochette plastique. Il le prit avec hésitation. Une photo, ancienne, jaunie. Elle représentait un salon modeste décoré à l'ancienne. Sur le canapé, un jeune homme, lui sans aucun doute, assis à côté d'une femme au visage doux, souriante. Sur ses genoux, 2 bébés emmaillotés, identiques, minuscules. « Regardez bien, dit-elle doucement. Vous aviez 19. Roate était 1991. La maison de vos parents à Arcachon. » Il plissa les yeux. Une sensation étrange lui monta à la gorge. Il reconnut le canapé, le rideau à fleurs, l'horloge murale. Mais le reste, lui échappait encore. Ce n'est pas possible. Je me souviendrai, j'aurais su. Non, vous avez oublié, ou plutôt, on vous a appris à oublier. Après ce qui s'est passé là-bas, on m'a renvoyé, sans un mot, sans que vous sachiez. Vous étiez jeune, sous emprise. Vous avez continué votre vie. Moi, j'ai porté 2 vies dans le silence. Ses paroles étaient calmes, mais chaque mot était une lame. Benoît sentit une douleur sourde remonter de ses entrailles. Il voulait protester, nier, dire qu'il n'était pas ce genre d'homme. Mais la photo tremblait dans sa main, et la vérité, déjà, s'infiltrait dans les fissures de son esprit. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il d'une voix blanche. « Parce qu'il mérite de savoir, et vous méritez de vous souvenir. » Elle tourna les talons, cette fois sans attendre de réponse. Il ne tenta pas de la retenir. Il resta là, sous la pluie fine, les yeux fixés sur l'image, son propre visage plus jeune lui renvoyant une innocence qu'il ne reconnaissait plus. Le soir venu, il ressortit tous ses albums de jeunesse, les lettres, les carnets, les photos d'été. Il chercha des indices, une trace, un mot, mais rien. Ce chapitre entier avait été effacé, et plus il cherchait, plus l'absence devenait criante, comme si toute une partie de sa vie avait été délibérément enterrée. Il ne dormit pas cette nuit-là. Dans son lit glacé, il revoyait le sourire discret de Claire sur cette photo. La manière dont elle tenait les enfants, avec tendresse mais aussi une certaine fierté. Il se revit adolescent, insouciant, perdu dans ses rêves d'ambition. Il comprit alors que peut-être ce n'était pas seulement la mémoire qui lui avait fait défaut, mais aussi le cœur, et il comprit enfin que cette histoire qu'il pensait derrière lui venait tout juste de commencer. Le lendemain, matin, le silence de la maison fut brisé par un claquement discret. La porte du bureau de Louise venait de se refermer. Benoît, encore vêtu de sa robe de chambre, descendit lentement les marches. Il n'avait pas dormi. Sous ses yeux, les cernes trahissaient le tumulte intérieur qui l'habitait depuis des jours. Il trouva Louise dans la cuisine, en train de préparer du café. Elle leva les yeux vers lui, et sans attendre qu'il parle, elle dit « Il est temps que je vous dise ce que je sais ». Elle posa la cafetière avec calme, puis s'essuya les mains avant de s'asseoir. Benoît, surpris par son ton, s'installa en face d'elle, les mains jointes. « Été 1991, dit-elle. Vous aviez 19 ans. Votre père m'avait envoyé superviser la maison de vacances à Arcachon. Je me souviens très bien de Claire. Elle avait été embauchée comme aide à domicile. Une jeune fille douce, discrète, très attentive à vous. Vous passiez beaucoup de temps ensemble. Cela n'échappa à personne. » Benoît fronça les sourcils. « Et ensuite, il y a eu des rumeurs, des chuchotements. Un jour, on l'a renvoyé sans ménagement. Vous aviez déjà quitté la maison pour vos études. On vous a rien dit. Votre père n'a jamais voulu qu'on en reparle. Il disait qu'il fallait protéger l'avenir de la famille. Il voulait un héritier irréprochable, sans scandale. » Benoît se leva, fit les 100 pas dans la pièce. « Et vous, Louise, vous saviez ? Je savais qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'ai jamais eu la preuve, jusqu'à cette photo. » Elle sortit alors une enveloppe de son tablier et la tendit à Benoît. À l'intérieur, un dossier, jauni, épais. Il contenait des lettres échangées entre Claire et un employé de maison, des notes manuscrites, des reçus médicaux datant de 1992 et une lettre jamais envoyée adressée à lui, une écriture fine, soignée. « Benoît, je ne sais si tu liras un jour ces mots. On m'a chassé sans que je puisse te parler. Je porte nos enfants. J'ignore ce qu'ils deviendront, mais ils ont ton regard. Peut-être un jour comprendras-tu. » Les mots dansaient devant ses yeux. Il relut la lettre 3 fois. Ses mains tremblaient. Tout ce qu'il avait nié, tout ce qu'il avait refusé de croire, prenait maintenant forme dans
C'est quelques pages écrites avec douleur. Il s'assit de nouveau, le souffle court. « Ils ont mon regard », murmura-t-il. Louise ne dit rien. Elle posa simplement une main sur son épaule, un geste rare, empreint d'une tendresse silencieuse. Puis elle se leva et quitta la pièce, le laissant seul avec le passé. Benoît monta dans son bureau, ferma la porte à clé. Il étala les documents sur la table, les classa, les lut encore et encore. Il ne savait plus s'il cherchait une confirmation ou une échappatoire. Mais chaque ligne confirmait ce que son cœur savait déjà. Julien et Louis étaient ses fils. Il resta là jusqu'à la nuit, incapable de bouger, de penser à autre chose. Puis, sans prévenir, il se leva, attrapa sa veste et sortit dans la rue. Il marcha longtemps, sans but, jusqu'à se retrouver devant l'immeuble délabré où Claire vivait. Il ne frappa pas. Il resta de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, à observer les fenêtres illuminées. À travers la vitre, sale, il vit Claire penchée sur un livre. Les enfants jouaient avec des blocs de bois. Ils riaient doucement. Une scène simple, ordinaire. Mais pour lui, c'était un monde entier qui lui avait été volé, ou qu'il avait laissé lui échapper. Le jour suivant, Benoît se rendit en voiture dans une clinique discrète du 16e arrondissement, un établissement réputé pour sa confidentialité. Il avait pris rendez-vous sous un faux nom, comme le faisaient parfois ses partenaires d'affaires pour éviter les fuites dans la presse. Il tenait dans la poche intérieure de son manteau une enveloppe contenant un coton-tige soigneusement emballé que Claire lui avait confié sans poser de questions. Elle n'avait dit qu'une phrase. « Si vous avez besoin de preuves, prenez-la. » Son ton n'était ni accusateur ni désespéré. Juste las, le prélèvement fut rapide. Quelques minutes dans une salle blanche, sans échange inutile avec le médecin. Les résultats devaient arriver dans 10 jours. 10 jours de silence, d'attente, de supplice intérieur. 10 jours à revivre chaque scène, chaque mot, chaque regard échangé avec ses enfants qui, il le pressentait déjà, n'étaient pas des inconnus. Pendant cette attente, Benoît ne dit rien à personne. Il poursuivit ses affaires comme à son habitude, mais sans l'énergie qui faisait autrefois sa renommée. Il évitait les mondanités, raccourcissait les réunions, refusait les dîners. Il devenait absent, comme détaché de tout ce qui avait jadis constitué sa vie. Louise, sans poser de questions, remplissait sa fonction avec une douceur nouvelle. Elle déposait chaque matin un café fort sur son bureau. Un petit pain encore, tiède, mais jamais ne le forçait à parler. Il vivait dans un silence complice, presque lourd, mais qui valait mieux que les mots creux. Le 10e jour, un courrier arriva, discret, glissé dans la pile du matin. Une simple enveloppe blanche, sans logo. Il la reconnut aussitôt. Ses mains devinrent moites. Il monta dans son bureau, ferma la porte, s'assit. Il ouvrit lentement, méthodiquement, comme s'il redoutait que l'encre elle-même le brûle. Résultat, compatibilité génétique confirmée à 99,4%. Conclusion, paternité hautement probable. Benoît ferma les yeux. Une vague puissante, immense, le submergea. Ce n'était plus une hypothèse ni une impression. C'était un fait, une vérité scientifique, froide, implacable. Julien et Louis étaient en ses fils. Il resta longtemps assis, les yeux rivés sur cette phrase, puis il se leva, enfila un manteau et sortit sans prévenir. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait même pas s'il allait frapper à la porte, mais il devait les voir. Il traversa Paris comme un automate et se retrouva de nouveau devant la maison abandonnée. Le ciel était bas, lourd, presque noir. Il resta de l'autre côté de la rue, dissimulé dans l'ombre, observant. Par la fenêtre sale, il vit les jumeaux jouer sur une couverture. Claire lisait un livre à voix basse, un vieux roman abîmé. Il ne bougea pas, il ne frappa pas. Il se contenta de les regarder, longtemps, comme s'il cherchait à graver chaque détail. La manière dont Julien tirait la manche de son frère, la façon dont Louis riait sans bruit, les yeux plissés. Ils étaient là, vivants, réels. Une partie de lui. Une partie qu'il avait ignorée, oubliée, perdue. Et en les observant ainsi, sans être vu, il comprit une chose essentielle. Sa vie, telle qu'il l'avait construite, n'avait plus la même forme. Elle avait été brisée, puis reformée ailleurs, dans une pièce délabrée auprès d'enfants qu'il n'avait pas élevés, mais qui portaient pourtant son visage. Il recula lentement, sans bruit, le cœur trop lourd pour affronter Claire. Pas encore, mais bientôt il savait que ce jour viendrait, car désormais il ne pouvait plus faire marche arrière.
Benoît passa plusieurs jours à tourner autour de sa décision, prisonnier d'un monde intérieur en ruine. Le document du test de paternité ne le quittait plus. Il le transportait avec lui, plié dans son portefeuille, comme une relique, ou une preuve vivante de sa propre responsabilité. Le poids de cette vérité ne lui laissait aucun répit. Il n'était plus seulement un homme d'affaires accompli. Il était un père absent, et désormais, il devait répondre de cette absence. Le mercredi suivant, il retourna dans la rue étroite devant la maison délabrée. Cette fois, il frappa. 3 coups fermes, sans hésitation. Il entendit des pas. Une chaise déplacée, puis la porte s'ouvrit lentement. Claire apparut, les traits tirés, les yeux cernés, mais d'une posture encore droite, presque digne. Elle le fixa longuement, sans parler. Il tendit le papier, vers elle comme un aveu muet. « Je sais, dit-il. » Elle ne prit pas le document. Elle le regarda simplement, les bras croisés. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il ne sut que répondre. Il était venu pensant que ce geste serait suffisant. Il croyait qu'admettre la vérité réparerait une partie du mal. Mais face à elle, à ses yeux chargés de fatigue et de douleur, il comprit à quel point il avait sous-estimé l'ampleur du vide qu'il avait laissé. « Je ne savais pas, murmura-t-il. » Claire ferma les yeux une seconde, ravalant une émotion qu'elle refusait de montrer. « Non, vous ne saviez pas parce qu'on a fait en sorte que vous ne sachiez rien. Mais après, quand je suis venu à votre porte, quand je vous ai parlé de fin de vos fils, vous avez choisi de ne pas voir. J'avais peur, admit-il. » Elle se détourna, entra dans la pièce, le laissant suivre. Les enfants n'étaient pas là, sans doute chez une voisine ou endormis dans une autre pièce. Claire s'assit lentement sur une chaise bancale. Il resta debout, mal à l'aise. Vous savez ce que c'est? Élever 2 enfants seuls, sans toit stable, sans travail fixe, toujours entre des abris, des foyers, des chambres prêtées par charité? Savez-vous ce que c'est que de regarder ces enfants demander pourquoi ils ne mangent pas ce soir? Pourquoi personne ne vient les chercher à l'école? Sa voix était calme, mais chaque mot claquait comme un fouet. Ce n'était pas une explosion. C'était une brûlure lente, précise, maîtrisée. J'ai cherché du travail. J'ai lavé des sols. J'ai fait des ménages, des gardes de nuit, tout ce qu'on me proposait. Mais quand on a 2 enfants, on n'a pas le droit d'être fatigué. Pas le droit d'être malade. Pas le droit d'échouer. Benoît baissa les yeux. Je suis désolé. Claire eut un rire sans joie. Désolé? Ça ne change rien. Je ne veux pas votre argent. Je ne suis pas venu pour ça. J'aurais pu vous attaquer depuis longtemps. J'ai attendu, espéré que vous soyez l'homme que j'avais connu cet été-là. Le jeune homme qui m'a regardé comme une égale, pas comme une distraction de vacances. Je ne me souvenais même pas de cet été, murmura-t-il. Eh bien moi, je n'ai jamais eu le luxe d'oublier. Elle se leva brusquement. Elle n'avait plus envie de parler. Benoît la regarda un instant, puis sortit sans ajouter un mot. Il descendit les marches, le cœur martelé par une honte sourde. Dans la rue, il s'arrêta un moment. La pluie recommençait, à tomber, fine, constante. Il leva les yeux vers le ciel gris. Il n'avait pas seulement découvert des enfants, il avait aussi découvert la femme qu'il avait autrefois oubliée et qui avait traversé la tempête seule, sans jamais baisser les bras. Et désormais, il ne pouvait plus détourner le regard. Les semaines suivantes furent marquées par une tension sourde, un climat d'attente que Benoît n'avait jamais connu auparavant. Tout ce qu'il avait bâti semblait vaciller sous le poids d'un événement qu'il ne maîtrisait pas. Un matin, une lettre recommandée arriva à son domicile. Claire avait engagé une procédure de reconnaissance de paternité. Il la lut sans colère. Il ne s'agissait plus de défendre une image, ni de se protéger d'un scandale. Il comprenait désormais. Ce recours juridique n'était pas une vengeance, c'était une nécessité pour les enfants, pour Claire, et même pour lui. Ses avocats, en revanche, ne partageaient pas ce calme. Dès la réception de la convocation, ils se mobilisèrent comme pour une guerre. Nous allons contester la recevabilité, proposer un arrangement discret, empêcher que cela n'arrive aux oreilles de la presse, lança Maître Lefebvre, un homme sec au regard aiguisé. Benoît l'écoutait d'une oreille distraite, assis dans son fauteuil regardant par la fenêtre. « Et si je ne veux pas contester ?» demanda-t-il calmement. Le silence s'abattit dans la pièce. « Vous souhaitez reconnaître les enfants ?» Il hocha la tête, lentement. « Je veux savoir ce que cela implique, en termes de droit, de responsabilité, pas seulement juridique, réel. Je ne peux plus faire semblant que cela ne me concerne pas. »
Les avocats échangèrent des regards lourds. Pour eux, cette affaire représentait un risque. Image ternie, presse en embuscade, partenaires inquiets. Mais Benoît n'en avait plus rien à faire. Depuis qu'il avait vu ses fils rire dans cette maison en ruine, depuis qu'il avait écouté la douleur contenue de Claire, il savait que son monde d'hier n'existait plus. Quelques jours plus tard, il se rendit au tribunal de grande instance. La salle d'audience était froide, impersonnelle. Claire était déjà là, droite, vêtue simplement, les mains posées sur ses genoux. Les enfants n'étaient pas présents. Elle le regarda sans agressivité, un regard fatigué, mais digne. L'audience fut brève. Le juge, une femme à la voix posée, rappela les faits, les documents présentés, le résultat du test ADN. Claire s'exprima avec calme. Elle expliqua qu'elle n'avait jamais voulu que les enfants soient des secrets, qu'ils méritaient d'exister aux yeux de la loi, comme ils existaient dans la réalité. Quand vint le tour de Benoît, il se leva, la gorge nouée. J'ai mis du temps à comprendre ce que j'avais perdu, et plus encore à comprendre ce que j'avais causé. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour défendre un nom ou une fortune. Je suis ici pour reconnaître que 2 enfants portent une part de moi, et qu'ils méritent plus qu'un silence légal. Il se rassit. Le silence dans la salle fut presque solennel. Le juge prononça que la procédure était recevable, et une date fut fixée pour l'officialisation de la filiation. Les avocats de Benoît sortirent en premier, mécontents, murmurant sur la gestion catastrophique de cette crise. Mais lui resta assis un instant de plus. Claire s'approcha doucement. « Tu as été courageux, » dit-elle simplement. Il releva les yeux vers elle. Ce tu lui avait manqué sans qu'il s'en rende compte. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une fissure dans la barrière qu'elle avait construite. « Je veux apprendre, » répondit-il. « Mais je ne sais pas comment. Commence par être là, c'est tout ce qu'ils attendent. » Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Benoît, encore assis dans cette salle vide, comprit alors qu'il avait franchi un seuil invisible. Il n'était plus seulement l'homme qui dirigeait des entreprises. Il était celui qui devait maintenant construire une place dans le cœur de 2 enfants qui, pour l'instant, ne le connaissaient que comme qu'un homme riche et étrange. La nouvelle éclata un mardi matin, discrète d'abord, dans une chronique judiciaire d'un site spécialisé. Un nom parmi d'autres, une mention presque banale, une procédure de reconnaissance de paternité engagée contre Benoît Moreau, entrepreneur influent du secteur immobilier. Mais dans les heures qui suivirent, les lignes prirent feu. La presse généraliste reprit l'information, les radios l'amplifièrent, et en moins de 24 heures, tous les médias parlaient de l'affaire Moreau. Benoît vit son monde se fissurer. Des journaux qu'il finançait, des magazines auxquels il accordait des interviews contrôlées, devinrent soudain des vecteurs d'intrusion. Les photos de lui, toujours impeccablement vêtu, furent juxtaposées à celles de Claire et des enfants, volées à la sortie d'une école ou d'un marché de quartier. Le contraste frappait. L'opulence contre la misère, l'indifférence contre l'instinct maternel. Les premiers à réagir furent ses associés. Réunions urgentes, appels en cascade, conseils de communication. Il faut publier un démenti, dit l'un. Non, assumer avec noblesse, jouer la transparence, proposa un autre. Si on le poussait à se retirer quelques mois, le temps que ça passe. Benoît écoutait, impassible. Quelque chose en lui s'était brisé, oui, mais autre chose avait pris forme. Une certitude. Il ne fuirait pas. Il n'aurait plus honte. Je ne me cache plus, dit-il. Faites comme vous voulez. Je ne suis pas un produit à sauver. Je suis un homme, un père. Qu'on l'écrive, qu'on le dise. Ils ont raison. Cette phrase gela la salle. Pour la première fois, Benoît Moreau cessait d'être une image pour redevenir une voix. Ce soir-là, au lieu de rentrer chez lui, il alla directement voir Claire. Il frappa à la porte. Les enfants ouvrirent, surpris. Ils ne dirent rien. Claire apparut derrière eux, fatiguée, les cernes plus profonds. Elle n'avait pas été épargnée par le tumulte médiatique. Des journalistes l'avaient suivie. Certains voisins la regardaient autrement. « Je suis désolé pour tout ça, dit Benoît. Tu ne contrôles pas ce monde, répondit-elle. Tu n'es pas le seul à être jugé. Il entra. Dans ses mains, un sac plein de jouets, de livres, de petites voitures, de puzzles. Il les posa au sol. Les enfants l'observaient avec prudence. « C'est pour vous, dit-il doucement. Julien s'approcha, toucha une boîte, puis recula. Louis fit de même. Il n'avait pas peur. Mais il ne savait pas encore ce que cet homme représentait. Il restait un étranger.
Il revint les jours suivants, toujours à la même heure, toujours avec quelque chose, un goûter, une histoire, une petite balle. Il ne forçait rien. Il s'asseyait dans un coin, parlait peu, regardait. « Tu ne peux pas les acheter, dit Claire un jour. Je ne veux pas les acheter. Je veux qu'ils sachent que je suis là. » Peu à peu, Julien le regarda plus longtemps. Louis s'approcha sans fuir. Il y avait encore de la distance, mais aussi une curiosité, un espace qui s'ouvrait lentement. Un jeudi soir, alors qu'il rangeait des livres sur une étagère branlante qu'il avait lui-même installée, Julien lui demanda « Pourquoi t'es là tous les jours ?» Benoît s'arrêta, posa le livre. « Parce que je veux apprendre à vous connaître, parce que je vous aime, même si j'ai mis du temps à comprendre. » L'enfant ne répondit pas. Il retourna à son jeu. Mais Claire, depuis la cuisine, avait entendu. Et ce soir-là, elle ne referma pas la porte derrière lui avec dureté. Elle la laissa entr'ouverte. Et dans ce battement, Benoît sentit qu'il n'était plus tout à fait exclu. Ce fut une nuit de tempête. Les nouvelles parlèrent d'inondations soudaines dans certains quartiers de Paris, particulièrement dans les zones les plus anciennes et les plus vulnérables. Benoît était chez lui en train de lire un dossier lorsque le téléphone sonna. Ce n'était ni un associé ni un journaliste, mais Louise. Sa voix était tendue, inhabituelle. « Le quartier où vit Claire est inondé. J'ai entendu à la radio. Des gens sont bloqués. » Il n'hésita pas une seconde. Il quitta la maison, sa veste à peine enfilée, et monta dans son véhicule tout-terrain. Il connaissait les ruelles, les détours, les voies secondaires. Il avait appris à s'y rendre sans attirer les regards. Cette fois, il ne comptait pas passer inaperçu. Il contacta une société de travaux publics à laquelle il avait des parts et ordonna qu'un camion adapté soit mis à disposition immédiatement. En moins d'une heure, il était devant la maison de Claire, les pneus éclaboussant l'eau boueuse qui montait déjà jusqu'aux genoux. Des voisins criaient, cherchaient à protéger ce qu'ils pouvaient. Des enfants pleuraient. Des sirènes hurlaient au loin. Et au milieu de tout cela, la maison de Claire semblait engloutie dans une île de désespoir. Il descendit du camion sans attendre, trempé jusqu'aux os, et courut vers la porte. Il frappa, appela. Aucun son. Il entra. À l'intérieur, l'eau s'infiltrait déjà par les fissures du sol. Les meubles flottaient, les objets dérivaient lentement. Claire était au fond de la pièce, tenant les enfants dans ses bras, perchée sur une chaise. « Viens !» hurla-t-il. Elle le regarda avec une surprise mêlée de soulagement, puis courut vers lui. Il les prit un à un, les porta, les protégea comme il put. Il sortit avec Julien contre sa poitrine, revint chercher Louis, puis revint une dernière fois pour Claire. Dans le tumulte, un photographe amateur, un voisin qui avait reconnu Benoît, filma la scène. L'homme d'affaires, trempé, agenouillé dans la boue, tenant ses fils contre lui, les couvrant avec son propre manteau, les bras ouverts, le regard tourné vers Claire. Le lendemain, l'image fit la une de tous les journaux. Benoît Moreau, sauveur inattendu. De père invisible à père héroïque. La presse qui l'avait condamné célébrait maintenant son courage. Mais pour Benoît, rien de cela ne comptait. Ce qui comptait, c'était ce moment, ce geste, ce contact physique, brut, entre lui et ses enfants. La chaleur de leur petit corps contre lui, la terreur dans leurs yeux, et cette façon instinctive dont ils s'étaient accrochés à lui. Ce n'était plus un jeu d'apparence, ce n'était plus une posture, c'était la vérité d'un lien qui, malgré le temps perdu, existait bel et bien. Dans la salle d'attente de l'école improvisée où les familles sinistrées furent accueillies, Claire lui prit la main. Elle ne dit rien. Il ne dit rien non plus. Ils restèrent là, assis côte à côte, les enfants dormant sur leurs genoux, tandis que le bruit de la pluie s'éloignait enfin. Ce soir-là, pour la première fois, Claire s'endormit avec l'idée qu'elle n'était plus seule, et Benoît, lui, sentit que quelque chose en lui avait changé à jamais. Les jours suivants furent consacrés à l'essentiel. Après la tempête, la ville reprenait lentement son souffle, et parmi les familles évacuées, Claire, Julien et Louis s'étaient vu attribuer un hébergement temporaire dans un gymnase réaménagé. Les matelas étaient posés côte à côte, l'intimité absente et l'air chargé d'humidité. Benoît ne supportait pas de les savoir là. Il ne consulta ni avocat ni assistant. Il se rendit dans un quartier calme du 14e arrondissement et visita discrètement plusieurs maisons. Il en trouva une, petite, sobre, avec un jardin étroit et 2 chambres à l'étage. Elle n'avait rien de luxueux, mais respirait la paix. Il la fit acheter en son nom propre sans mettre la transaction au nom d'aucune société.
Il voulait que ce soit personnel, pour eux, pour elle. Claire refusa d'abord, par fierté, par méfiance aussi. « Tu crois que tu peux tout effacer avec des briques et une porte neuve ?» Il n'insista pas. Il lui donna simplement l'adresse et un double des clés. Ce n'est pas un cadeau, c'est un point de départ. Pour toi, pour eux, et pour moi aussi peut-être. Elle mit 2 jours à y aller. Elle entra avec les enfants un matin de soleil pâle. Ils coururent dans la maison vide, crièrent, ouvrirent les armoires, découvrirent la cour, et Claire, en silence, s'assit sur une marche de l'escalier. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans crainte du lendemain. Benoît ne s'imposa pas. Il venait parfois avec des livres, du pain frais, des petites plantes pour le jardin. Il aidait à monter des meubles simples, portait les courses, discutait avec les voisins. Il apprenait à vivre autrement, sans ordre, sans planning. Il découvrit l'école de Julien et Louis. Il les accompagna un matin, timides, mal à l'aise dans ce monde de parents fatigués et de cris d'enfants. Il marchait à ses côtés, sans encore lui tenir la main, mais sans fuir. Petit à petit, les regards changeaient. Les enfants du quartier l'admiraient, les autres parents le saluaient. Un jour, Louis lui demanda pourquoi il n'avait pas de vélo. Le lendemain, Benoît arriva avec 2 vélos d'occasion, repeints par ses soins. Il ne savait pas utiliser ses mains autrement qu'en signant des contrats. Mais cette peinture maladroite et écaillée fut son premier vrai cadeau de père. Julien, plus réservé, lui posait des questions étranges. « Tu sais jouer au ballon ? Je ne suis pas très bon, mais je peux essayer. » Ils allèrent au parc. Benoît courut, tomba, se releva. Ils rirent. Claire, de loin, les regardait. Et ce rire, ce son qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps, lui donna envie d'y croire. Les enfants commencèrent à l'appeler Benoît, puis le monsieur, puis un jour, sans prévenir, papa. Cela sortit des lèvres de Julien, au détour d'un goûter, comme une évidence. Papa, tu peux nous raconter une histoire ce soir ? Il se figea. Claire leva les yeux. Et dans son regard, pour la première fois, il n'y avait plus de mur. Seulement une surprise douce, et peut-être un soulagement. Cette nuit-là, dans la petite maison tranquille, Benoît lut un conte sous une couverture partagée. Les garçons s'endormirent contre lui. Claire, debout dans l'ombre du couloir, regardait la scène. Elle ne souriait pas encore, mais elle ne pleurait plus. Et dans cette paix fragile, un pont venait d'être construit. Un pont fait de gestes simples, de silence partagé et d'un avenir enfin possible. L'automne avait cédé sa place à un hiver discret. Dans la petite maison du 14e arrondissement, l'air sentait la cannelle, le beurre fondu et les pommes caramélisées. Claire, en tablier, ajustait les assiettes sur la table. Le carrelage craquait sous ses pas. La nappe était simple, mais propre. Sur le mur, les dessins des enfants pendaient à une ficelle accrochée avec des pinces à linge. 2 soleils, un arbre, une silhouette barbouillée qu'on devinait être papa. Ce soir-là, Julien et Louis fêtaient leurs 6 ans. Ils portèrent des chemises que Claire avait recousues elle-même, un peu grandes, les manches retroussées. L'excitation les faisait rire pour un rien. Dans un coin de la pièce, un vieux lecteur diffusait une mélodie douce. Benoît n'était pas encore arrivé. « Tu crois qu'il a oublié ?» demanda Louis en grignotant un morceau de pain. « Il viendra, répondit Claire, sans même hésiter. Et elle avait raison. À 19h précises, la sonnette retentit. Benoît apparut sur le pas de la porte, les joues rougies par le froid, le souffle court. Dans ses bras, un gâteau, fait maison, ou du moins tenté maison. La crème n'était pas parfaitement lisse, les fraises penchaient d'un côté, mais il avait passé l'après-midi à le préparer, avec l'aide de Louise. « Joyeux anniversaire », dit-il les yeux brillants. Les enfants coururent vers lui, attrapèrent le gâteau, riaient déjà de sa forme étrange. Claire le regarda, et pour la première fois, lui sourit sans retenue. « C'est toi qui l'as fait ?» demanda Julien. « Oui, et j'ai même survécu. » Ils s'assirent tous les 4 autour de la table. Le dîner fut simple. Soupe chaude, gratin de pommes de terre, jus de pommes pétillant dans des verres en plastique. Claire avait préparé une petite surprise, une bougie par enfant plantée dans une part de gâteau. Les garçons soufflèrent, ensemble, les yeux brillants de joie. Après le repas, Benoît se leva un peu maladroitement. Il posa les mains sur la table, regarda Claire, puis les enfants. « Je veux vous dire quelque chose. » Les enfants se turent, leurs mains encore pleines de miettes. « Je ne suis pas parfait. Je suis arrivé tard. Trop tard.
Mais je vous fais une promesse. Je ne disparaîtrai plus jamais. Je serai là, tous les jours, pour tout. Je veux être un vrai père, si vous me le permettez. » Un silence suivit. Puis Louis, du haut de ses 6 ans, tendit la main vers la sienne. « D'accord. Papa. » Julien ne parla pas, mais hocha la tête. Claire, les yeux humides, ne détourna pas le regard. Elle se leva, s'approcha, posa une main sur l'épaule de Benoît. « Alors reste. C'est tout ce qu'on te demande. » Ils trinquèrent avec du jus de pomme, les verres levés haut, comme une cérémonie improvisée. Dans ce petit salon, entouré de dessins d'enfants et d'éclats de rire, une famille venait de naître. Pas celle des photos parfaites, mais une vraie. Une famille reconstruite à la main avec des cicatrices, du courage et l'immense pouvoir du pardon. Et cette nuit-là, quand les enfants s'endormirent dans leur lit, Benoît resta dans la maison. Il ne partit pas. Il s'assit près du radiateur, un livre à la main, pendant que Claire rangeait doucement la vaisselle. Ils ne dirent pas grand-chose. Ils n'en avaient pas besoin. Pour la première fois, ils étaient simplement là.